Bonsoir et bienvenue à tous au cœur du débat technique, un rendez-vous hebdomadaire qui tente de disséquer les sujets d'intérêt national autre que sous le prisme politique afin de mieux vous les expliquer. Comprendre donc pour mieux expliquer. C'est ce que nous allons d'ailleurs faire. Nous allons d'ailleurs commencer par faire ce soir autour de cette question du revenu national par habitant. En effet, comme à chaque 1er juillet, la Banque mondiale rend publique son actualisation du classement de toutes les économies du monde, qu'elle range principalement en 4 catégories. Pays pauvres, pays à revenu intermédiaire tranche inférieure, pays à revenu intermédiaire tranche supérieure et enfin les pays riches. Et à cette occasion, notre pays, le Bénin, intègre pour la première fois de son histoire la catégorie des pays à revenu intermédiaire tranche inférieure. Une première qui mérite donc qu'on s'y attarde un temps soit peu. Et nous allons le faire ce soir avec deux invités, deux économistes. Je vais présenter en premier M. Martin Augusson, économiste de son État. Bonsoir. Bonsoir mon cher ami. Et en face de lui, Zine Majidi, économiste également et actuellement en poste à la CONEB. Alors, allons très vite dans le vif du sujet. Première question, je vais m'adresser à M. Augusson. Quand on parle de revenus, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous remercie de m'associer à ce débat citoyen pour éclairer les concitoyens. Quand on parle de revenu national, il faut comprendre pour un pays, c'est égal au PIB, qui est la production intérieure brute, plus les revenus nets reçus de l'étranger. Voilà, c'est ce qu'il faut, la définition technique. Maintenant, de façon basique, on pourrait dire, voilà, l'ensemble des revenus générés par les différents facteurs de production, que ce soit le travail, le capital et autres, et les différents secteurs de production. Donc voilà ce que je peux dire. Donc si je devrais paraphraser M. Augusson, donc et quand on revient à un citoyen lambda, à un actif pris de façon isolée, ça voudra dire qu'on ajoute les salaires, les loyers éventuels, les propriétés, les divers types de propriétés, ainsi de suite. Est-ce que c'est tout ce panier-là qui constitue ce qu'on appelle revenu? Oui, vous savez, merci beaucoup, cher journaliste. Pour revenir en français facile, pour que les Béninois lambda comprennent, au-delà, en complément à ce que M. Augusson a dit, eh bien, un agent économique, qu'il soit fonctionnaire ou salarié du privé, donc s'il a une seule activité, s'il mène une seule activité, son revenu, c'est ce qu'il gagne de cette activité. Maintenant, s'il a une activité principale et qu'il a d'autres sources, d'autres activités, peut-être secondaires, son revenu sera l'ensemble des revenus qu'il tire de toutes ces activités. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, sur une base soit mensuellement ou bien annuellement, comme ça peut être journalièrement ou bien hebdomadaire. Ça dépend, vous savez, nos frères compatriotes émigrants, par exemple, ils gagnent leur vie au jour le jour. Les chauffeurs, c'est au jour le jour. Donc, par jour, l'ensemble des recettes qu'il a, et s'il enlève les charges qu'il a engagées dans la journée, acheter du carburant ou réparer le pneu, ce qui lui reste, c'est ça qui est son revenu. Exactement, à payer. Voilà. Donc, par jour, il va se rendre compte de ce qu'il a réellement gagné, c'est son revenu. Et donc, agrégé par mois, ça fait son revenu mensuel. Exactement. Et donc, si un agent économique a plusieurs sources, plusieurs activités économiques à son actif, c'est ce qu'il gagne de chaque activité, le tout, la somme de tout ça fait son revenu. Le même raisonnement à l'échelle d'un pays et donc avec quelques nuances près au plan technique, comme il essayait d'expliquer tout à l'heure. Ce qui est net, il y a la richesse créée au niveau national, à l'intérieur du pays, par tous les agents économiques, ménages, entreprises et tout ça. Puisque nous avons des compatriotes qui font des opérations avec l'étranger, donc on balance ce qu'on a gagné à l'étranger de ce que les étrangers font ici et qu'ils rapatrient chez eux. Le net, ajouté à ce qui est produit, généré localement, fait le revenu national d'une nation.
Exactement. Alors, donc, il y a une nuance à faire entre revenu national brut, PIB, taux de croissance. Je jette un peu tous ces chiffres-là sur le tapis parce que pour les non, on va dire, en griffe les non-sachants, les non-sachants, tout cela paraît souvent un peu confus. On se dit encore, voilà un chiffre de plus. Est-ce qu'on peut très brièvement faire la nuance entre le revenu national brut et le produit intérieur brut? Parce qu'il est toujours question de production. Je vous remercie. En français facile, je dirais, quand je prends un ménage, vous voyez, ce que le chef de famille gagne, c'est lié, comme l'a dit M. Ezin tout à l'heure, c'est lié à son activité principale et peut-être qu'il a d'autres activités. Cet ensemble-là, c'est sa production, on peut dire que c'est sa production intérieure, son revenu intérieur. Mais au même moment, il a des correspondants avec qui il est en opération d'affaires, il reçoit et lui aussi il envoie. Donc quand on fait la différence, on ajoute à ce qu'il gagne au niveau local. Et c'est ça qui fait, ce qui gagne au niveau domestique, au niveau local, c'est ça la production intérieure. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque on ajoute ce qu'il envoie et on déduit, on ajoute ce qu'il reçoit, on déduit ce que lui-même retourne à l'extérieur, là on passe à une notion plus élargie de revenu national. Donc, disons que le PIB, c'est beaucoup plus à la production domestique, peu importe tous les acteurs économiques, les agents économiques qui sont territorialement établis, ce qu'ils produisent comme revenu, c'est ça qu'on appelle la production intérieure brute. Mais dès lors qu'on intègre le paramètre reste du monde, alors là, on passe à un autre niveau, qui est le revenu national brut. Merci pour ces précisions qui sont importantes. Donc, ceux qui nous suivent doivent comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de salaire, parce que on a, à l'occasion de la publication de ce classement, on a entendu beaucoup de choses. On a parlé du SMIC, on a parlé de l'informel. Là, on comprend que ce sont tous les actifs pris dans leur ensemble qui sont considérés dans ce classement. Alors, le Bénin, la nouvelle, ce qui nous rassemble ici, c'est que le Bénin, depuis le 1er juillet est considéré par les institutions internationales, parce que la Banque mondiale quand même fait office de baromètre, que ce soit pour les investisseurs publics, que pour les institutions publiques de financement, que pour celles privées. Le Bénin passe donc de la catégorie de pays pauvres à pays à revenus intermédiaires transinférieurs. Concrètement, déjà, est-ce que vous y attendiez, vous qui êtes du domaine, quand on jette chaque année tous les agrégats macroéconomiques, est-ce que c'était quelque chose d'attendu? Alors, pour répondre à cette question, il faut intégrer plusieurs paramètres. D'abord, nous savons que en 2008, les Nations Unies ont adopté un nouveau système de comptabilité nationale qui définit de nouvelles activités émergentes, de nouveaux produits. Il y a d'abord cet élément. Et déjà, plusieurs pays ont commencé par migrer, parce qu'on doit procéder à l'alignement lorsqu'il y a une orientation, un système de comptabilité adopté aux Nations Unies. Plusieurs pays ont commencé par le faire, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal. Voilà, pour internaliser le nouveau système de comptabilité nationale adopté par les Nations Unies en 2008. Sans vous, je voudrais qu'on m'arrête là. Système de comptabilité nationale, ça veut dire quoi très concrètement? Alors, c'est à peu près, si on revient au niveau privé, au niveau des entreprises, vous voyez, que pour tenir la comptabilité dans une entreprise, vous voyez, il y a l'ensemble des comptes. Quels sont les comptes? Comptes de résultats, comptes de produits, comptes de charges. Voilà, c'est à peu près ce qui se fait au niveau d'une entreprise. Maintenant, c'est transposé au niveau national. Donc, c'est le système qui définit les normes. Quels sont les types de comptes qu'il faut élaborer pour un pays? Par exemple, c'est cette norme qui permet de calculer, par exemple, le produit intérieur brut, le PIB. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, il y a ce volet d'abord, à savoir le fait que le Bénin doit internaliser ce nouveau système qui est adopté au niveau supranational aux Nations Unies en 2008. En dehors de cela, la base de calcul, il y a ce qu'on appelle la base de calcul des indicateurs macroéconomiques. Le Bénin
pense que si mes souvenirs sont bons, la base que nous avons jusque-là, qu'on avait utilisée, c'est la base de 2007. 2007, oui. 2007. Donc, déjà en 2008, ouais, les Nations Unies adoptent un nouveau système de comptabilité nationale. Et puis, nous avons procédé, je pense, en 2016, à une opération qu'on appelle le rebasage. Le rebasage qui permet, en fait, de voir dans quelle mesure intégrer. Il y a de nouvelles activités émergentes qui n'étaient pas intégrées au revenu national lorsqu'on calculait en 2007. Donc, lorsque l'économie s'éloigne de la base, en fait, les comptes nationaux commencent par se dégrader et il faut les actualiser. Donc, on pourrait dire cette opération de rebasage pourrait avoir comme impact, pourrait impacter positivement en fait ces comptes, améliorer ces comptes. Parce que ça prend en compte les nouvelles activités, les nouvelles activités. Et peut-être parce que je pense que cette opération a été initiée en 2018, si mes souvenirs sont bons. Non, ça a été fait, je pense que le comité a été mis en place, je pense, en 2016. En 2016. Et puis, ils ont adopté une nouvelle base. L'ancienne base, c'est 2007. La nouvelle base, je pense, c'est la base 2015. Donc, c'est sur la base de l'année de référence. C'est ça qui est utilisé maintenant pour faire un rebasage, pour apprécier les structures de l'économie. D'accord. Vous voyez. Donc, quand on juxtapose ces éléments, l'adoption du nouveau système de comptabilité nationale par les Nations Unies en 2008, si on met là-dessus le besoin d'actualiser les comptes nationaux, d'adopter une nouvelle base, c'est-à-dire passer de la base de 2007 à la base de 2015. Donc, il y a une nouvelle appréciation en fait des différents indicateurs macroéconomiques. Et à côté de cela, lorsque les Nations Unies adoptent un nouveau système, forcément, tout le monde doit basculer vers cette migration a commencé déjà au niveau de plusieurs pays. Donc, le Bénin ne fait que en fait s'aligner sur l'existant, sur ce qui est donné comme orientation au plan international. Donc, ces éléments mis ensemble peuvent amener à repréciser, à calculer à nouveau les nouveaux comptes, les comptes avec l'intégration de nouvelles activités. On dit que d'ici 2030, 85% des activités sont digitalisées. Est-ce que vous voyez? Donc, il y aura de nouveaux types d'emplois et autres. Ce ne serait pas forcément tel qu'on l'a connu à l'ère industrielle. Est-ce que vous voyez? Donc, au fur et à mesure qu'on avance, il faut intégrer, il faut voir est-ce que les structures économiques ont évolué dans le temps. D'accord. Oui. Toujours par rapport à cette question, il y a une interrogation persistante et qu'il est important de relever ici, c'est la prise en compte de l'informel. Parce que depuis qu'on parle, on parle tout à l'heure, on parle des nouveaux métiers, on parle de la digitalisation de l'activité économique, mais quid de l'informel? Est-ce que l'informel a été, par rapport aux nouvelles normes, au nouveau système de mise en place pour la comptabilité nationale, les activités de l'informel ont été un peu prises en compte? Parce que, on le sait tous, l'informel agrège le plus grand nombre d'actifs dans notre pays. Oui, vous savez, merci beaucoup. Comme l'a dit M. Ogoussan, ce qui se passe, c'est que la richesse nationale produite du fait, d'abord pour des questions de comparabilité entre les économies, c'est important que les pays adoptent les mêmes démarches. Sinon, on ne peut pas comparer deux agrégats, deux indicateurs qu'ils ont calculés de différentes manières. Donc, c'est important pour les questions de comparabilité. Maintenant, à un moment donné, au-delà de l'évolution de la structure de notre économie, nous avons, comme vous l'avez dit, la part de l'informel qui fait que la valeur, le PIB qui est calculé, on peut dire qu'il est sous-estimé. Vous voyez. Donc, vous avez des pans entiers, c'est écrit dans tous les articles, beaucoup de publications ont été faites sur ce que les limites, je veux dire, l'impact négatif du poids de l'informel dans notre pays, sur l'appréciation de qu'est-ce que notre pays vaut réellement en termes de richesse produite. C'est très important qu'on trouve un moyen de les prendre en compte pour que les agrégats reflètent ce que nous sommes réellement. Je prends un exemple.
ça fait des années qu'on n'avait pas fait de recensement agricole. On vient de finir le RNA, recensement national agricole. Ça veut dire quoi? Que avant là, le PIB agricole est biaisé, est sous-estimé. Alors que l'agriculture est le poumon de notre économie. Voilà, exactement. Ça, c'est un exemple palpable. Donc, les gens sont surpris par les chiffres parce que on a, pour une première fois, on a des données améliorées pour évaluer notre richesse nationale. Anecdote, dans le secteur agricole, il est arrivé des années où, dans un département, la superficie emblavée dépasse la superficie du département. Puisque les méthodes utilisées, on fait des estimations. Il y a des biais. Donc j'ai dit, rien que pour l'agriculture, pour la première fois, on a recensé, on fait un recensement national agricole. Ça veut dire que les chiffres qu'on utilisait avant, c'est des estimations. Une estimation ne peut jamais être égale. Voilà. Donc, c'est comme vous prenez un échantillon au lieu de prendre toute la population. On a fait un recensement national agricole. Toute la différence à ce niveau. Si on faisait le même travail dans tous les secteurs d'activité, et de plus en plus, on frappe l'informel, la facture numérisée, et tout ça. Il y a d'ailleurs eu récemment un recensement des artisans également. C'est connu ici, tout le monde le dit, on ne doit pas être fier de dire que les entreprises ont plusieurs bilans. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Que ce qu'on dépose à l'État et qui est comptabilisé dans le système national de statistique est faux, est biaisé. Si cette assertion-là, ces allégations sont vraies, c'est qu'il y aurait un autre document qui comporte la vraie richesse créée. Puis la richesse nationale, c'est ce que chaque entité économique crée. Donc, si on cache des choses, ça veut dire que la richesse nationale qui est évaluée, elle est sous-estimée. Donc, les gens ne doivent pas être surpris, ce n'est pas la Banque mondiale qui a décrété que le Bénin, non. C'est les statistiques que nous collectons, nos chiffres que nous communiquons aux institutions internationales qui peuvent utiliser leurs méthodes pour vérifier. Mais il y a une série d'informations qui ont été collectées ces dernières années, qui ont permis de mieux apprécier le vrai poids de notre économie. Quand je prends le PVI par exemple, d'après ce qu'on nous explique de ce que c'est qu'avant, l'importation par exemple, était sous-estimée. La valeur de ce qui arrive, il y avait peut-être des voies que les gens utilisaient pour minorer la valeur. Dès lors qu'on a des machines, des scanners qui disent réellement ce que ça vaut, vous voyez toute la différence que ça va faire sur ce volet seul. C'est de cela qu'il s'agit. On a chassé les vendeurs des centres des rues, des artères principaux, ou bien, et que de nouveaux acteurs arrivent, des stations se créent. Donc ce qui se vendait dans l'informel, une partie revient dans le formel. Puisque les nouvelles stations poussent, les gens qui vendaient le poisson sont rentrés dans les ventes. Donc vous voyez, on est en train de capter une partie de ce qui était informel pour le ramener dans le droit chemin. Donc cela naturellement va faire que la valeur de notre économie, son estimation s'améliore. Entre-temps également, si j'espère qu'on va y arriver, la population, on a fait un nouveau recensement. Les chiffres qu'on utilisait avant, par exemple, pour calculer le ratio par habitant, c'est les données estimées, puisque notre dernier recensement date de 2002. Exactement. Donc, entre les deux recensements, on ne fait que des estimations, qui peuvent ne pas être la même chose que la réalité sur le terrain. D'ailleurs, ce nouveau calcul prend en compte les vents et les données. Donc, vous voyez, c'est une bonne chose que nous ayons des données fiables qui nous permettent de mieux apprécier ce que nous valons réellement, ce que notre économie vaut. Alors, avant d'aller plus loin, pour être un tout petit peu taquin, si je me mets à la place d'un vendeur d'essence, un actif de l'informel, je pourrais me poser la question, qu'est-ce que ça m'apporte que l'économie de mon pays soit mieux estimée? Parce que je ne parle pas encore des conséquences, je me dis juste l'estimation. Voilà. C'est-à-dire, disons, quel est l'intérêt en réalité? C'est ça. Non, mais vous savez, à force de ne pas faire les choses dans les normes, les mauvaises pratiques deviennent des habitudes. Voilà. En temps normal, tu ne peux pas exercer une activité économique sans te faire enregistrer. C'est ça.
Donc, on a laissé faire pendant des années, des décennies, les gens ont pris des habitudes. Et évidemment, c'est le fait de ne pas prendre en compte ces activités fait que notre revenu national est minoré, n'est pas bien estimé. Tout à fait. Et donc, avec ces mesures, on dit désormais, vous n'allez plus vendre au bord des voies et autres, les stations s'implantent et ça permet de capter parce que ces stations sont enregistrées. Voilà. Et déposent créer des emplois. Créer des emplois, déposent leur bilan et tout ça. Alors qu'on ne pourrait pas, si un vendeur au bord de la voie, on ne peut pas savoir quelle est sa recette, comment il fait ses charges, on ne peut pas, combien d'emplois il crée, on ne peut pas. Donc, nous sommes dans une économie duale, de type dual, où l'informel représente près de, je dirais, 70%. Donc ça veut dire que déjà le fait de commencer par formaliser les secteurs, faire des réformes au niveau des différents secteurs, suffit déjà pour revoir nos chiffres à la hausse. Donc c'est déjà ça. Donc maintenant, en tant qu'acteur économique, un agent économique, le vendeur au bord de la voie, qu'est-ce que ça lui apporte? Déjà, il faut lui faire comprendre que tel qu'il faisait, c'est illégal, c'est mauvais. Oui. Et donc maintenant, s'il veut le faire, on ne lui interdit pas, mais il faut créer une station ou bien mettez-vous en association pour le faire. Et ça permet à l'État de savoir vraiment, parce qu'au même moment, ces vendeurs d'essence, pour venir à Cotonou, à Porto-Novo, ne passent pas sur les goudrons et autres. Il faut trouver des ressources pour les construire. Si c'était des trous, peut-être qu'ils tomberaient, ils allaient se brûler. Mais les goudrons sont un peu partout. Il faut que l'État trouve des moyens quelque part pour les construire. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que ça lui apporte? D'abord, la sécurité, tout le monde est content quand même de voir que les voies, avec l'asphaltage, les voies sont tracées. Mais moi, j'ai du plaisir. Je suis allé à Porto-Novo, j'ai vu comment les voies sont tracées, mais c'est quand même, ça donne de l'attrait à notre pays. Mais ça a un coût. Mais ça a un coût. Et il faut payer le coût. C'est à peu près ce qui s'est passé également au niveau de la fonction publique. Vous savez qu'il y avait des primes qu'on pouvait prendre sur papier, vous signez, et d'autres, et le salaire même va dans le compte bancaire. Il y en a même qui ne touchaient pas. Maintenant, l'État dit maintenant, tout ce qui est prime et autres, il faut tout doit passer par le compte de votre compte bancaire, un compte unique que vous communiquez. Qu'est-ce qui se passe? Ça permet de mieux apprécier le revenu de l'argent. Alors qu'avant, on pouvait s'en tenir au salaire. Donc, ça élargit l'assiette. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et ça peut permettre à l'État, une fois l'assiette élargie, bon, on peut voir dans quelle mesure faire des ponctions. D'accord. Ce qui m'intéresse là... peut-être un complément à ce qu'il a dit. D'abord, le paradoxe pour l'exemple que vous avez donné, ces vendeurs d'essence, évidemment, quand il y a catastrophe, ils font appel à l'État. On appelle l'État au secours. Quand il y a incendie, exactement. C'est l'État qu'on appelle au secours. L'État que vous fouillez. C'est les sapeurs-pompiers qui vont éteindre le feu. Les ressources pour faire... Comment? Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Vous menez des activités économiques et vous voulez vous mettre à dos l'État. Il a dit les infrastructures. Vous mettez votre essence au bord d'une voie qui est aménagée. Avec quelles ressources? C'est les ressources, les impôts payés par ceux qui sont dans la légalité, qui servent à construire ces infrastructures que vous utilisez. Donc, on doit commencer à faire de la pédagogie. Parce que si je fais foi, je suis sûr que les citoyens seront de bonne foi s'ils savent à quoi servent les impôts qu'ils payent. Donc, il faut communiquer pour faire de la pédagogie, pour qu'ils sachent que c'est leur devoir de le faire et que maintenant, grâce à ça, ils seront exigeants vis-à-vis des pouvoirs publics pour rendre des comptes. Donc, c'est un complément que je voulais apporter pour dire que l'évaluation, le fait que, pour tout citoyen d'ailleurs, c'est important de savoir quelle est la santé, comment son pays se porte. Si vous êtes dans un pays où on envoie des signaux négatifs, vous ne serez pas encouragé à y rester. Vous aurez tendance à fuir ce pays. On dit, il y a la pauvreté, il y a ci et ça, comme vous le voyez sur les chaînes de télévision. Dès lors que ça ne va pas quelque part, les gens cherchent à fuir pour aller ailleurs, à la quête du mieux-être. Donc, c'est important pour tout citoyen de savoir que son pays se porte mieux et qu'on évalue chaque année la richesse et qu'il y a davantage croissance, qu'elle s'accroît, puisque les besoins s'accroissent également. Si la richesse ne s'accroît pas, ce sera la paupérisation de tout le monde. Donc, pour tout agent économique, c'est important de s'assurer, de savoir que son pays se porte mieux économiquement. D'accord. Si on revient à ce classement, comme vous l'avez évoqué déjà sur ce plateau, la Banque mondiale insiste sur le fait que cette hausse
est à mettre sur le compte de la réactualisation du rebasage du système de comptabilité, du système des comptes nationaux. Maintenant, étant donné la composition hein, des indicateurs que la Banque mondiale met sa contribution pour évaluer le revenu national brut, je vais parler du taux d'inflation, du taux de croissance. Alors, si on met de côté le rebasage des comptes nationaux, quelle est la part de ces autres indicateurs? On sait que depuis 2016, on est dans une phase de croissance soutenue. C'est vrai que cette statistique ne prend pas en compte la pandémie, l'impact du Covid-19. Mais depuis 2015, on sait qu'on est dans une phase de croissance soutenue. L'inflation est à peu près contenue en zone maîtrisée, en zone CFA. Oui. Alors, quel peut être l'impact de ces quatre? On a parlé de démographie. Quelle part vous leur attribuez dans cette évaluation? D'abord, il faut nuancer. En dehors de la question du rebasage, qui est un changement de base, oui. Tout à l'heure, on vient d'aborder, de dire qu'il y a plusieurs études qui ont été réalisées, qui permettent d'intégrer des activités émergentes de nouveaux produits. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut en tenir compte. Donc, c'est un peu minimaliste de dire que c'est seulement le rebasage. Voilà. Donc, il y a de nouvelles études. Quand on consulte, il y a plusieurs études qui ont été élaborées sur, par exemple, sur les consommations intermédiaires. Par exemple, le marché du change, oui, parce qu'il y a le marché informel du change, il y a le marché informel des échanges, les échanges non formels, oui. Il y a les trafics sur la route, la production halieutique. Il y a plusieurs secteurs d'activité qui ont été intégrés, réévalués. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne va pas dire seulement le changement de base, c'est ça qui a fait. Non, il y a ce facteur également qu'il y a de nouvelles activités, il y a la réévaluation de certains secteurs d'activité. Oui, je voudrais vous arrêter un instant, pas pour vous faire dérailler de votre idée de départ. Mais quand on parle de quand on s'arrête un peu sur la réévaluation. Oui. Du PIB suite à ce... On parle quand même de plus de 36%. Oui. C'est quand même conséquent. Oui, mais même dans d'autres pays, le Nigeria par exemple, c'est près de 60%. 60%, oui. C'est quand même conséquent. Absolument. Oui. Et quand on pense que tout l'informel n'est même pas encore pris en compte. Oui. Vous savez... 36,7%. Voilà. C'est ce que nous étions en train de dire. Il évoquait la liste, là, c'est disponible, les citoyens peuvent le télécharger, l'ensemble des études qui ont été faites sur différents secteurs d'activité qui étaient, où on n'arrivait pas à capter l'information qu'il faut pour apprécier quelle richesse nous créons. Et donc, dès lors qu'on a des données améliorées, on peut se rendre compte du jour au lendemain de ce qu'on valait. Donc, il le fallait, il a dit sur le secteur informel, le marché d'échange, les échanges, les trafics routiers, l'évaluation des émigrants bus, voitures par exemple. Dans combien de communes dans nos pays, les émigrants payent impôts? Vous avez vu des communes, nous avons 77 communes. Vous avez dans certains, ils sont enregistrés, dans d'autres, ils ne sont pas enregistrés. Donc ceux-là, ils créent de la richesse, mais qui n'est pas comptabilisée quelque part. Donc, des bus, des voitures, production halieutique, la pêche. Il y a la pêche artisanale par exemple. Le pêcheur du coin, il va pêcher le poisson, il vend, il ne déclare rien. On est d'accord. Ce n'est que ce qui est les bateaux et tout ça qu'on comprenait. Il faut voir tout ce qu'on a comme plan d'eau dans le pays. Oui. Donc tout ça, ce n'était pas pris en compte. La commercialisation des sans-paillons, la production forestière, la production liégeuse du pays. Oui. Vous voyez les charbons un peu partout. Regardez le poids de ça dans la consommation des ménages. Pourtant, elle n'est pas comptabilisée quelque part. Donc, ça, c'est des choses importantes qui ont été faites. Les industries agroalimentaires, vous en avez beaucoup qui sont dans l'informel. Les jus que vous consommez, il y en a qui sont fabriqués dans les chambres. Et donc, il n'y a pas de comptabilité quelque part pour capter ça. Or, ceux-là, ils ont des consommations intermédiaires, ils consomment des charges et tout ça. Ils engrangent des revenus. Ce n'est pas capital, ce n'est pas compté quelque part. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, une série d'études ont été faites sur des secteurs qui échappaient au système de comptabilité nationale. Tout ça là, du jour au lendemain. C'est pourquoi les Béninois doivent se réjouir que
de se rendre compte que leur pays valait quelque chose. Plus c'est important, la perception que les autres ont de vous. Le fait qu'on dise que vous êtes dans des pays à revenus inférieurs, d'abord, c'est un cliché, que vous êtes très pauvre. Personne ne veut, il y a en tout cas une catégorie d'acteurs, d'investisseurs étrangers qui ne veulent pas miser un seul franc dans un pays où on dit c'est un pays à revenus, c'est pas très faible. Donc, c'est un signal important. Ça va changer le regard que les autres auront sur les Béninois, le Bénin. C'est très important. Maintenant, entre cette évolution de la richesse créée et ce qu'il y a dans la poche de chaque Béninois, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Vous aviez la parole. Voilà. Ok, donc pour répondre à votre préoccupation de tout à l'heure. Je parlais des autres indicateurs, inflation, taux de croissance, taux de change, démographie. Bien sûr. Vous savez, lorsque on prend les indicateurs macroéconomiques, il y a le PIB à la base est associé à au calcul de plusieurs de ces indicateurs. Et dès lors que on fait la réévaluation de la production nationale, automatiquement, ça va agir sur tous ces indicateurs. Tout à fait. Donc là, tout changement du PIB aura un impact direct sur ces indicateurs. Prenez par exemple, si je prends par exemple le taux d'endettement du Bénin, le fait de faire le rebasage va améliorer par exemple, les critères de convergence, par exemple, dans l'UEMOA. Voilà. Oui. Les critères de convergence en matière d'endettement qu'on ne doit pas dépasser. Le plafond, c'est 70%. Oui. Alors, actuellement, je pense que j'ai lu, ça tourne autour de 56%. Donc, on est en dessous du plafond. Mais l'autre chose, c'est que le fait de réévaluer la production, le PIB, ça élargit un peu la base, c'est-à-dire le PIB s'étant amélioré, ça nous donne une capacité d'endettement plus élevée. C'est comme si je gagnais un salaire de 100 000, c'est ça qui est sur ma fiche de paie. Et maintenant que le gouvernement a dit, mais toutes mes primes, tout ça là doit passer par la banque, la banque va constater que je ne suis plus à 100 000, peut-être maintenant je suis à 200 000. Quel est l'impact sur moi? C'est que la banque peut m'accorder plus de prêts, plus de découvertes, tout simplement. Donc, si on a de découvertes, ça nous permet de financer les secteurs de production. Et ces secteurs de production, c'est d'abord le secteur énergétique. Il faut mettre en place les centrales pour améliorer la production de l'énergie, les routes, tout ce qui concourt à la production nationale. Donc, ces secteurs ne sont pas dédiés au privé. Les privés ne peuvent pas. Il y a des secteurs qui ne sont pas. Quand on fait les études économiques, qui ne sont pas rentables, un privé ne peut pas aller. Donc, il n'y a que l'État qui peut aller. Qui crée les conditions et rend le secteur maintenant rentable. Pour les privés. Pour les privés. Donc, pour ces genres d'investissement, forcément, il nous faut lever des fonds. Et pour lever des fonds, il faut qu'on sente que quelle est la capacité d'endettement, est-ce qu'on est capable de supporter le service de la dette. Donc ça améliore en fait, ça nous permet en fait d'élargir nos ambitions. Alors l'autre chose, il y a aussi le taux d'ouverture du pays, il y a le déficit budgétaire global qui sont des indicateurs macroéconomiques qui vont se retrouver également améliorés du fait du PIB. En dehors de cela, nous avons je pourrais ajouter je vais intégrer maintenant la problématique, ce que vous avez soulevé tout à l'heure. Évidemment, la question qui se pose au niveau des ménages, il y a eu accroissement du revenu. Mais moi, citoyen, moi, agent économique, je ne sens rien dans ma poche. Non, même avant d'arriver là, ça voudra dire déjà que l'une des conséquences, c'est peut-être l'élargissement de l'assiette fiscale, en tout cas de la base imposable, parce qu'on a intégré indirectement des actifs. Ça élargit, donc en fait, ça permet à l'État d'avoir accès à un peu plus de prélèvements que d'habitude. Oui, c'est possible. La pression fiscale, la pression fiscale peut se voir peut-être diminuer, c'est-à-dire parce que l'assiette est élargie en bas. Parce que l'assiette est élargie. Donc ça veut dire que l'assiette étant élargie, ça veut dire qu'il faut revoir un peu la taxation au niveau de certains pour relever le numérateur, pour que ça nous donne une image en fait pour élever la pression fiscale. Je pense que le Bénin, la pression fiscale, nous sommes quand même autour de la moyenne de la sous-région, sinon on est en dessous. Oui, il y a eu des efforts ces dernières années, mais je pense qu'on... 20%.
Donc, voilà un peu, entre tous les indicateurs auxquels est associé le PIB vont se retrouver impactés, soit dans un sens positif ou négatif. D'accord. Voilà. Okay. Alors, nous allons en venir maintenant à la perception. Oui. Disons, en tant que spécialistes, les agents économiques ont, de par leur fonctionnement quotidien, ont la latitude de mieux percevoir ces chiffres. Maintenant, parlons au plus simple des Béninois. Pourquoi, quelle est déjà de votre point de vue, quelle est la perception quelle idée vous faites de la perception des Béninois face à cette nouvelle? Bon, on écoute le baromètre de la société, c'est sur l'opinion que le commun des mortels se fait sur l'actualité économique. Vous allez lire, oui, il y a eu augmentation, les chiffres, les statistiques augmentent, mais le niveau de vie des Béninois ne s'améliore pas. Moi, bon, j'ai lu des choses du genre. Alors, ça, c'est un autre débat. C'est comment est-ce que l'État intervient dans l'activité économique. Comment, vous voyez, on est en train de faire des infrastructures et autres, mais comment est-ce que le citoyen peut ressentir ça à travers le panier, ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Alors, est-ce que ce qui est récolté, ce qui est perçu comme croissance, est-ce que c'est réorienté de manière à ce que l'agent économique puisse ressentir cela? Oui, là, on parle des mécanismes de redistribution. De redistribution. Est-ce que vous voyez? Donc, et sur ces questions, chaque gouvernement fait des choix. Est-ce que vous voyez? Le gouvernement actuel, moi, je dis, a fait le choix d'agir sur les structures. Parce qu'il y a deux types de politiques qu'on peut mener. Il y a les politiques conjoncturelles, ça, c'est des mesures de court terme. Est-ce que vous voyez? Et à côté, il y a les politiques conjoncturelles, structurelles. Voilà, pour changer, pour améliorer les structures de production. Et moi, quand je vois un peu ce qui se fait, vous allez voir que le gouvernement fait un choix d'agir sur les structures. Est-ce que vous voyez? Tout comme nos gouvernements peut dire, bon, je laisse les structures ainsi et je distribue. C'est une question de choix. Et donc, c'est le gouvernement qui apprécie. Il dit, bon, à quel moment, bon, j'ai assez... que agir sur les structures ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de redistribution. Ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de redistribution. Parce qu'on peut construire de nouveaux hôpitaux, construire, comment dire, agir, par exemple, les dépenses dans le domaine de l'énergie et autres qui permettent l'accès des populations à l'énergie électrique ou l'accès à l'eau potable. Bon, ça, c'est une forme de redistribution. Donc, c'est vrai que ce n'est pas capté en termes de, comment dire, comme c'est le cas dans les pays européens, on dit l'indemnité de chômage et autres, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Mais, pour l'instant, nos structures sanitaires, structures scolaires sont encore fragiles, il faut les renforcer. Donc, je pense que c'est une question de choix. Et on peut faire des débats autour. Est-ce que compte tenu du niveau de la pauvreté, on aurait pu laisser? C'est comme un parent à qui on dit, bon, on a fait, mais tu veux acquérir de nouveaux actifs. Le ménage, le chef de famille peut dire, bon, écoutez, c'est vrai, mon revenu s'est amélioré, mais quand je vois la retraite, ce qu'on sera, je préfère mettre en place, acheter un moulin à maïs, je préfère construire des maisons à louer, au lieu que nous comprendre plus de repas. Bon, on va faire. Donc, c'est des choix pour que, dans le futur, que comment dire, la famille se porte mieux. C'est une question de choix et de vision. Plus de personnes puissent... Comme on peut choisir de dire, bon, mon revenu a augmenté, on ne commence pas à manger, la consommation augmente, on ne maîtrise plus. À la fin, vous voyez, vous allez vivre en fait de façon sur des revenus transitoires. Vous allez vivre, c'est pas une vie organisée. Et donc ça, c'est question, on peut faire des débats autour. Ça, mais ce que moi je perçois aujourd'hui, c'est que le gouvernement a fait l'option d'agir sur les structures. C'est des mesures structurelles dont les flux vont porter progressivement. Voilà. Toujours sur la question de la perception. Oui, sur la question de la perception, c'est légitime que lorsque les gens, une information comme ça, ils pensent que la richesse en question est au trésor. Non, le revenu national en question, c'est quoi? C'est le revenu, la somme, on l'a défini tout à l'heure. Si on prend un secteur d'activité, on prend le secteur de la finance par exemple.
Est-ce que du jour au lendemain, vous avez entendu la distribution des dividendes, des bénéfices, le chiffre d'affaires s'accroît de 50% ou le produit net bancaire? Est-ce automatiquement les dirigeants des banques décident d'augmenter les salaires? Non. Donc, si le revenu national s'est accru, c'est parce que, en termes simples, par exemple, tous ceux qui sont de l'agriculture, par exemple, si leur revenu s'est accru, le cotonculteur, on a vu que la production a connu un boom. Est-ce que du jour au lendemain, ils décident de changer la rémunération des ouvriers dans les champs? C'est de cela qu'il s'agit. Le même raisonnement, il faut qu'on demande aux gens, est-ce qu'ils le font à la base? Donc, c'est tout ça là ensemble, la somme de tous ces revenus qui ont connu une amélioration qu'on agrège au niveau de la nation. Donc, est-ce que automatiquement, lorsque vous avez une entreprise et que vous avez fait du profit, vous distribuez automatiquement le profit aux salariés? Non. En ce moment, si c'est au niveau d'une entité, ce sera des décisions de gestion, aussi en rapport avec les lois au niveau national. Donc, si maintenant on revient au niveau de la nation, mais admettons même que tout ça là est entre les mains de l'État qu'il doit distribuer. Il faut faire des choix. Parce qu'il y a un lien entre l'inflation et puis le niveau de vie des gens. La propension, lorsque vous augmentez du jour au lendemain les revenus des gens de 30%, leur comportement de consommation va changer. Et donc, on aura un problème au niveau de la structure, au niveau de l'inflation. Donc, en termes simples, il faut demander aux gens de patienter. Les fruits de la croissance, l'État a les moyens, des mécanismes pour faire en sorte que le citoyen le sente à travers un meilleur accès aux services publics que l'État, dans ses fonctions régaliennes, est en devoir de faire. Comme également des filets sociaux, des programmes comme Arche et tout ça, c'est une partie destinée aux groupes vulnérables. La formation professionnelle, l'assurance maladie, beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas mécanique que du jour au lendemain, le revenu national s'est accru, il faut décréter une distribution, il a dit. Donc, il y a des mécanismes par lesquels, des mécanismes ciblés par lesquels les politiques publiques peuvent répercuter l'amélioration de ces agrégats, de la croissance, pour que la population sente le fruit de cette croissance-là. Exactement. D'abord, avant de continuer, je rappelle simplement à tous ceux qui nous suivent que le Bénin est passé très précisément de 870 $ à 1250 $ par habitant. La tranche qui a été actualisé parce que l'intervalle aussi est actualisé chaque année par la Banque mondiale. Pour les pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure, on est autour de entre 1036 $ et 4045 $. Les revenus, les pays à revenus intermédiaires, tranche supérieure, sont entre 4000 $ et 12 535 $. Et les pays riches et revenus élevés sont ceux qui sont au-dessus de 12 535 $. Alors, donc, on revient à la question du lien qu'on peut faire entre revenus et disons amélioration. On va dire, on peut mettre cela en parallèle avec l'autre indicateur qui est important, qui permet grosso modo de mesurer l'impact sur l'amélioration de vie, l'IDH du PNUD. Donc, est-ce qu'on peut dire que ces deux indicateurs mis ensemble pourront donner une meilleure appréciation de l'impact que ces indicateurs-là ont sur la vie des citoyens? Vous savez, on ne peut pas, mon ami tout à l'heure a dit que on ne peut pas juste apposer des indicateurs, tout dépend des objectifs de chaque indicateur. Parce qu'on veut mesurer la production, on veut capter le revenu national, mais de l'autre côté, on veut voir comment est-ce que comment cet argent est dépensé. Alors donc les indicateurs ne répondent pas aux mêmes objectifs. Alors il y a l'IDH qui permet de mesurer un peu l'accès des citoyens aux services sociaux de base, l'éducation, la santé,
Et ça, c'est un autre volet qui permet de mieux approcher. Donc, l'indicateur du revenu national brut, c'est un indicateur macro qui donne une idée, une estimation dit oui, en moyenne, chaque Béninois devait détenir tel montant de dollars. C'est juste, ça donne une idée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment... C'est ce que, disons, si on se met à la place du... mais moi, je ne l'ai pas. C'est ce que c'est la question très concrète que les gens se posent. Est-ce que j'ai 200 dollars? La richesse nationale par la taille de la population. Ça, c'était juste pour la boutade. Mais bon, voilà. Maintenant, quand on prend l'idée, on dit, mais est-ce que quand tu es malade, quand les membres de la famille sont malades, est-ce qu'ils ont accès aux services de santé de qualité? Est-ce qu'ils ont accès à un service d'éducation de qualité? Est-ce que la formation professionnelle de qualité? Ouais. Est-ce que, comment on appelle, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau potable? Donc, on peut intégrer tous ces éléments pour voir, est-ce que pendant qu'on est en train de parler de la richesse, est-ce que la population arrive à accéder à ces services sociaux de base. Et ça, c'est à travers un autre indicateur qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement humain. Est-ce que vous voyez? Et donc, par rapport à cela, je pense que c'est à ce niveau, peut-être on peut faire des débats. Est-ce que le Bénin a connu une croissance soutenue aussi, du point de vue de l'indicateur développement humain? Est-ce que le Bénin a connu... Alors, si on prend les statistiques nationales, bon, je pense qu'au niveau du classement, quand on prend le classement de... Déjà, le classement précédent, on a gagné quelques places. Quelques places, oui. Voilà, donc si on prend les statistiques, bon, la progression n'est pas aussi soutenue comme au niveau des structures économiques. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut dire, on peut faire mieux. On peut faire mieux par rapport en faisant des mesures d'intervention en direction de la population pour qu'ils captent mieux les fruits de la croissance. Donc, on peut faire des débats autour. Donc, peut-être que ça revient toujours à ce que vous souleviez tout à l'heure, les choix dans les mécanismes de distribution, de transfert. Donc, on peut faire des débats autour, mais à des moments donnés, il faut faire des choix. Des choix, et tous les choix ne sont pas... il y a des choix douloureux, mais vous refusez de faire ces choix-là, vous tombez tous. Et donc, je pense qu'un dirigeant avisé doit pouvoir dire, bah, si je ne prends pas telle mesure, ma famille risque de tomber en fait. Donc, ça peut être douloureux au départ, mais après, on comprendra, ben, il a fait bien de prendre ces mesures-là. Donc, je pense que nous ne pouvons qu'encourager, davantage que le gouvernement écoute mieux, réoriente mieux, c'est-à-dire ne pas trop serrer et permettre de dire, bon, on peut orienter davantage les revenus, l'accès aux services sociaux de base, construire davantage des hôpitaux. Bon, il y a d'autres mesures qui sont en train d'être prises par rapport à l'assurance maladie auxquelles on n'était pas en expérimentation. Donc, je pense que c'est des mesures d'intervention pour aider, comment dire, la population. Donc, mais on peut faire vraiment les débats autour. Oui. Et toujours par rapport à cette question, on peut déjà dire que de toute façon, la richesse nationale, la production de richesse est un préalable parce que sans cela, il n'y a pas de distribution. Exactement, puisque on parlait du lien entre ça et puis tout ce qui est prélèvement obligatoire. Les ressources de l'État proviendront d'où? Sont prélevées sur la richesse créée. Et donc, si les ressources de l'État s'améliorent, là, c'est à travers le budget, chaque année que l'État agit. Et donc, si on va améliorer les indicateurs de développement dans toutes leurs dimensions, tout dépendra de l'effort que l'État fait en termes d'investissement public pour améliorer l'accès à ces services essentiels, l'éducation, la santé et tout. Maintenant, le classement entre tout dépend, vous savez, c'est une course de fond. Si les autres vont plus vite que vous, vous voyez, si on dit on a gagné de place, ça veut dire que d'autres ont dû perdre. Exactement. On est d'accord. Donc, si vous ne faites pas les mêmes efforts, si vous faites plus que certains, vous allez gagner de place, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui compte, c'est que c'est l'auto-évaluation de soi-même. L'année dernière, nous étions à combien en termes de taux net de scolarisation? Cette année, nous sommes à combien? L'idéal, c'est d'avoir 100. On est d'accord? Au niveau
de l'accès, le taux de desserte rurale, en termes d'accès à l'eau potable. On est à quel taux? On était à combien? On doit s'auto-évaluer tout le temps, au lieu de... C'est bien de se comparer. On rappelle d'ailleurs que l'un des programmes les plus ambitieux, c'est d'arriver à une desserte totale en 2021. Exactement. Quand on prend l'accès à l'énergie, mais nous avons fait un bond spectaculaire avec la centrale de 120 MW de l'autre côté. Donc, ça, c'est tangible. Donc, quand vous pensez, vous prenez l'accès à la santé, la mortalité infantile, ainsi de suite, il y a une batterie d'indicateurs qui constitue, qui permet de calculer l'indicateur composite qui est l'indice de développement humain. Donc, tout dépend des efforts faits par tout le monde d'ailleurs, l'État, les partenaires, vous voyez, en dehors de l'État, le secteur privé aussi, les fondations, vous voyez, tout le monde met la main à la pâte pour faire en sorte que les conditions globales de vie des populations s'améliorent. Et donc, il y a bien sûr un lien entre l'accroissement de la richesse nationale et les moyens que l'État aura d'agir pour améliorer l'accès des populations aux services et donc à travers différents canaux. Alors, un dernier tour de table pour évoquer un aspect bien particulier qui peut d'ailleurs faire sourire. Il faut dire que cette progression, est-ce que cette progression peut avoir une incidence dans l'appréciation que les appréciations des acteurs de l'aide au développement puissent avoir de notre pays. Je donne un exemple très simple, un exemple concret. Vous savez, Maurice, les Seychelles sont les pays africains qui sont dans la catégorie supérieure. On a pu observer, il y a beaucoup d'études qui le disent, on a pu observer qu'automatiquement, même au niveau de la Banque mondiale, les taux d'intérêt auxquels il y a certains programmes auxquels ils avaient droit, dont les taux d'intérêt ont été surappréciés. Pour caricaturer, c'est un peu, si vous dites que vous avez un peu plus d'argent, donc dans le même temps, vous ne pouvez plus bénéficier des mêmes facilités. Est-ce qu'il y a une incidence et une corrélation entre la progression dans ces différentes catégories et la réaction des acteurs au développement? Absolument. Il y a une réaction. Il y a des guichets qui seront fermés. On ne pourra plus accéder à certains guichets. Puisqu'on n'est plus considéré comme pays pauvre. C'est la même chose à la maison. Tu dis tes revenus ont augmenté, tu as devenu plus adulte, tu gagnes de l'argent maintenant. Au départ, tu étais au chômage, tu mangeais, on t'accordait des faveurs, tu peux rester, on payait l'électricité à ta place, on te soutenait. Et puis maintenant, tu trouves du travail, tu as un revenu. Tu ne peux plus demander certaines choses, même toi-même, la honte doit te gagner pour aller tendre encore la main. Ça, en fait, cette transition, c'est une prise de responsabilité. Moi, je dis, il faut saluer cela. Et ça nous appelle à être plus responsables dans les choix. La gouvernance. La gouvernance, plus rigoureux dans ce que nous faisons. Parce que, en fait, c'est ce qu'on souhaite pour un enfant qui grandit, qui était au biberon, et puis maintenant qui a traqué, aller à l'école, il a trouvé un emploi. Et maintenant, c'est normal. On ne va pas continuer à l'assister. Est-ce que vous voyez, il faut qu'on oriente ces fonds-là vers d'autres qui sont dans le besoin. Forcément, d'autres guichets vont s'ouvrir aussi, à nous, avec de nouvelles exigences. Et donc, on va compéter comme cela se doit. C'est comme une compétition. Dès lors que vous avez éliminé les petites équipes, vous allez vous affronter maintenant aux grandes équipes. Donc, c'est ça le progrès. En fait, se mesurer au plus fort que soi. C'est ça qui permet d'avancer. Et non, on ne va pas à chaque fois regarder derrière. Bon, donc, je n'aurais plus mangé la part de la maison. Donc, je n'aurais plus. C'est à peu près l'image la caricature que je fais, quoi. Donc, forcément, il y a certains partenaires d'aide au développement qui vont se retirer, ils vont fermer certains guichets, mais d'autres vont s'ouvrir pour peut-être aider. Quand vous prenez avec ce que nous avons eu comme, vous voyez un peu la redistribution de ce revenu national à travers les secteurs, vous allez constater que par exemple au niveau du primaire, on est à 26,4 contre 24 dans le rapport précédent. Au niveau du secteur secondaire, nous sommes à 16,4, mais on était à 17,9. Ça veut dire qu'en matière de transformation, nous avons baissé. Ça veut dire que maintenant,
les partenaires peuvent dire, ben, sur cette base, on peut ouvrir les guichets pour les entreprises. Exactement. Oui. Ouais, le coût d'accès au crédit peut s'améliorer, peut être revu à la baisse pour permettre aux entreprises d'accéder au crédit. Cela rejoint le cheval de bataille du chef de l'État pour essayer de faire baisser un peu les taux d'intérêt qui sont assez coûteux pour des pays qui sont dans le même registre que nous, les pays les moins avancés. Voilà. Au niveau du tertiaire, bon, il y a une progression. Bon, en fait, la nomenclature de notre structure est demeurée avec une dégradation au niveau du secteur secondaire. Ouais. Donc, ça peut nous appeler, sur cette base, les partenaires peuvent orienter pour dire, bon, nous, on ouvre un guichet maintenant pour les entreprises dans tel domaine porteur. Bon, voilà. Donc, mais peut-être on va plus bénéficier peut-être de certaines aides publiques au développement. Ok. Oui, bien sûr. Oui. En complément, les enjeux évoluent aussi. Oui. Il faut qu'on change de paradigme. Donc, le bilan de la contribution de l'aide au développement, il est là. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on va continuer à se contenter de ça? Les défis aujourd'hui de la lutte contre les changements climatiques et tout ça, lorsque nous avons des indicateurs qui sont très bien appréciés, d'autres portes peuvent se fermer, mais d'autres vont s'ouvrir. Ouais. Voilà, pour que on rentre dans la catégorie de ceux qui vont parler industrie, vous voyez, voilà, les places financières. Il faut que on change de posture. C'est très important. Donc, si on peut se passer de l'aide, ce serait bien. Donc, on ne peut pas être des éternels assistés. C'est très important. Ça ne fait pas de vous. Vous voyez, regardez aujourd'hui sur les forums des jeunes. Vous allez voir très peu, ou du moins plus de appels à projets, appels à candidature, appels. C'est les autres qui nous appellent. Il n'y a pas d'initiative endogène pour dire créons. Pour aller avec Covid. Tout est importé. Gel, masque, tout. Jusqu'à ce qu'on a commencé à faire artisanat au début. Oui, non, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Oui, même, ok, on fait les masques là. Le tissu avec lequel on fait ça, ça vient d'où? Est-ce que nous-mêmes on produit ça ici? Ah oui? On produit ça? Non. Pourtant, on produit le coton. Oui. Il faut qu'on change de paradigme. D'ailleurs, vous le savez bien, l'un des pays modèles en Afrique, c'est le Maroc. Et ils vendent des masques aux autres pays, en Europe, aux États-Unis, un peu partout, parce qu'ils avaient des structures qui le permettaient. Oui. Ils avaient une industrie textile. Il faut qu'on change de posture et que ce changement, ce nouveau cap-là, nous permette d'accéder à d'autres opportunités. Surtout, lever des financements privés pour réaliser des investissements structurants qui changent le visage du pays. L'énergie, personne ne peut venir miser un franc ici dans une région où il n'y a pas l'énergie, où il n'y a pas l'Internet, où les gens, en tout cas, ils n'ont pas, leur pouvoir d'achat est très faible. On ne peut pas venir implanter certaines unités ici. On ne peut pas délocaliser un certain nombre de choses. Si les gens, les expatriés arrivent, il n'y a pas d'école de qualité pour leurs enfants. Tout ça est très important. Il n'y a pas de logement de qualité. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on change. On profite de ce changement de posture pour changer d'attitude nous-mêmes vis-à-vis de l'autre, de l'étranger. Et commencer à oser, à prendre des risques. C'est comme ça qu'on rentre dans la cour des grands. Si vous venez devant moi en tant que partenaire, si vous venez chétif, je vous regarde comme ça. Si vous venez bien habillé, je vous regarde comme ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une nouvelle à saluer. Et on va inviter les compatriotes à avoir du positif. Et à saisir l'opportunité pour innover, pour changer l'image du pays. Parce que ce n'est pas que le gouvernement. Le développement du pays, c'est tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Voilà, c'est l'affaire de tout le monde. Merci, ce sera votre mot de fin. Merci. Monsieur Ogoussan. Oui, je vous remercie. Je voudrais dire que nous apprenions à saluer les grands bons. Voilà. Qu'on apprend à saluer. Maintenant, le défi, c'est le changement à notre niveau. Est-ce que
nous avons l'esprit de créativité pour innover dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la transformation. Les défis sont là et il faut renforcer la qualité de la formation. Voilà, donc, voilà ce que je vais dire. Merci. Voilà qui vient clôturer assez bien nos échanges de ce soir. Je vous rappelle que nous étions avec M. Martin Ogoussan, économiste, et M. Zine Madjidi, économiste également. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis et je vous dis à la semaine prochaine.